va débuter. Bonjour tous les webinaristes qui nous rejoignent aujourd'hui à notre 5e et dernier webinaire de la série ProCap et le déconfinement. Alors ProCap, un petit rappel, est une société d'optimisation du capital humain des entreprises. Nous intervenons dans les dispositifs de qualité de vie au travail pour tous les entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés dans la mise en place, l'amélioration de la qualité de vie de leurs salariés. J'ai imaginé pendant le confinement et le déconfinement cette série de 5 webinaires qui normalement doivent traiter de toutes les démarches réglementaires et obligatoires que doivent mettre en place les sociétés pour leur déconfinement. Alors, sur les premiers webinaires, on parle de choses très réglementaires comme le DER, on parle aussi de tout ce qui est psychosocial, comme le stress au travail. On a une psychologue du travail qui intervient, qui nous explique comment déconfiner de façon efficace. Et aujourd'hui, un webinaire qui sort complètement de l'ordinaire, un webinaire qui va travailler sur les bases de la communication et la détection du langage non verbal. Nous avons 2 conférencières qui vont parler, chacune à leur tour, de leurs expertises. Donc, je vais vous présenter, puisqu'elle est déjà là, Sylvia Brégé, qui est criminologue et comportementaliste et qui aborde le sujet du langage non verbal à sa manière. Je te laisse la parole. Et donc, tu peux partager tes documents. Bien entendu, vous pouvez nous poser à tout moment des questions en utilisant la fonction Q et R. Et je poserai les questions moi-même, puisque je suis la seule à les voir. Je poserai les questions à mes intervenantes. Alors déjà, est-ce que vous voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? Allô, allô? Alors moi, je te vois bien, je t'entends bien, mais personne ne peut vraiment te répondre en fait. D'accord. Les gens te répondront par les Q et R. Ok, bah tu me diras. Donc, est-ce que vous voyez, enfin en tout cas, est-ce que toi, Catherine, tu vois le… Oui, non-verbal, laissez votre corps parler de lui-même. Parfait, parfait. Donc, puisque tu viens de le dire, on est en pleine période de déconfinement, ça y est, là, progressivement, on est en train de sortir de cette période un petit peu étrange dans laquelle on était. Ça me semblait important d'aborder le côté naturel de notre communication, puisque là, avec ce déconfinement, eh bien, invariablement, on se retrouve avec les mêmes questions, à savoir comment est-ce que je peux avoir l'air d'être à l'aise même si je ne le suis pas, ou encore comment adopter une gestuelle qui soit la plus parfaite possible et ce en toutes circonstances, que ce soit en face des gens ou derrière un écran. Et donc, par rapport à ces questions, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, laissez votre langage corporel un petit peu tranquille. Il faut arrêter avec la robotisation des gestes, il faut arrêter un peu avec la robotisation aussi des postures et des tenues, parce que quand vous apprenez à faire tel ou tel geste lors d'une communication, quelle qu'elle soit, ça peut poser problème en fait. Il faut vraiment partir de la personnalité, de votre propre personnalité. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous apprenez donc à faire tel geste que vous avez peut-être vu dans des livres ou vu à la télé, ou peut-être qu'on vous a formé comme ça, posez-vous comme ceci au moment où vous dites ça, etc. Il y a des gens qui peuvent repérer un décalage entre ce que vous ressentez réellement et ce que vous montrez. Donc, quand c'est trop travaillé, quand c'est trop surfait, en fait, les gens, même si ce ne sont pas des professionnels du non-verbal, vont détecter, sans expliquer pourquoi, mais ils vont être gênés par ce qu'ils voient. Donc, en fait, la préméditation des gestes, c'est contre-productif pour 2 raisons. La première, on vient de le voir, donc ce décalage qui peut être visible. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, vous allez vous mettre une pression qui va être constante, qui va être dédoublée. Pourquoi ? Bien, par exemple, imaginez que vous fassiez une prise de parole devant un public, et là, vous avez plein de choses à faire. Déjà, vous devez mémoriser toutes les informations que vous devez donner, vous devez aussi gérer le support qui va faire diffuser le contenu, vous devez également verbaliser votre présentation, et pour finir, vous devez assurer des gestes
à moments clés où vous avez appris. Donc tout ça, ça va vraiment mettre une pression qui va être inutile et qui va être, encore une fois, ça va être contre-productif pour avoir l'air naturel, pour avoir l'air bien et être à l'aise dans son non-verbal. En fait, un geste, ça ne se pense pas. Un geste, ça doit venir librement, naturellement. C'est vraiment fait, si vous voulez, pour souligner ce que l'on raconte, ce que l'on dit. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut pas apprendre à mieux bouger, qu'on ne peut pas apprendre à mieux se tenir. Ce n'est pas ça du tout. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une gestuelle qui est très éparpillée, d'autres qui peuvent avoir une gestuelle que l'on appelle similaire, c'est-à-dire des gens qui parlent et qui font toujours les mêmes mouvements. Donc, vous voyez le même mouvement qui se reproduit inlassablement et au final, on ne retient pas le message. Ou encore des personnes qui ont un langage non verbal trop faible, voire inexistant. Donc oui, on peut apprendre à avoir un non-verbal plus propre, qui soit mieux défini et qui soit moins dispersé. Mais on doit partir de la personnalité de la personne. Il ne faut pas copier ce que l'on a vu à droite ou à gauche. À l'époque de Barack Obama, je me souviens, on demandait à avoir la même posture, la même façon de faire. C'est ridicule. On ne peut pas apprendre, ça va se voir, d'une façon ou d'une autre, ça va se voir. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, comment faire? Déjà, il y a une chose qu'on doit éviter, par contre, c'est cette rigidité corporelle. Alors, prendre la parole en public, c'est désagréable pour beaucoup de gens. Ce n'est pas un bon moment à passer, en tout cas, c'est ce qu'on croit au début. Donc, il y a des gens, quand ils viennent sur scène, imaginez, quelqu'un vient sur scène, il se met à parler, mais il ne bouge pas. Et en fait, c'est très gênant à regarder. Si cette personne n'a pas de raison de ne pas bouger, on se demande pourquoi elle ne bouge pas. Et en fait, il y a pas mal de gens qui sont très stressés à l'idée de prendre la parole en public, qui vont rester immobiles pour faire en sorte qu'on ne voit pas le fait qu'ils soient mal à l'aise. Or, c'est tout le contraire. L'immobilisme, en fait, c'est lié à la peur. Quand on a peur, on ne bouge plus. Et quand on voit quelqu'un sur scène qui ne bouge pas, eh bien déjà, il n'y a pas de dynamisme dans le message. Et c'est vrai que ce côté statique est très gênant pour celui qui le vit, mais c'est également très gênant pour ceux qui le voient. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on peut apprendre à quelqu'un qui est rigide, qui n'ose pas bouger, à laisser son corps communiquer tout à fait naturellement. Ensuite, ce qu'il faut, c'est, quel que soit le public que vous avez en face de vous, que ce soit lors d'une réunion ou lors d'une prise de parole en public devant un large auditoire, il est impératif de se connecter à l'autre. Alors évidemment, la base, c'est de connaître les besoins du public pour pouvoir y répondre. Mais par connexion à l'autre, j'entends par le langage non verbal. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur scène, par exemple, eh bien, cette connexion va passer par le contact visuel, par le sourire. Il faut mettre à l'aise les personnes que vous voyez en face de vous. Et ces personnes doivent penser que vous leur parlez à elles et rien qu'à elles. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah non, mais moi, quand j'ai un vaste public, je n'ose pas les regarder dans les yeux. C'est pas possible, ça me provoque des malaises. » Alors, petit truc que vous pouvez faire si vous avez un large public en face de vous et que vous n'osez pas les regarder dans les yeux, eh bien, c'est de regarder juste un petit peu au-dessus de leur tête et vous balayez la salle comme ça, un petit peu au-dessus de leur tête et ils vont avoir l'impression que vous les regardez. Mais petit à petit, il faudra baisser votre regard et les regarder, croiser leur regard à un moment donné ou à un autre. Et quand vous vous connectez à l'autre, eh bien, pendant ce temps-là, vous êtes moins concentré sur vos angoisses aussi, donc ce n'est pas un mal. Et c'est vraiment primordial aussi pour avoir une prise de parole qui soit impactante. Et ensuite, comment exprimer votre message naturellement? Alors, il faut s'entraîner. De toute façon, quoi qu'on ait à faire, quand on doit parler devant un large auditoire, il faut s'entraîner. Et pour ça, mettez-vous devant une glace ou filmez-vous, ou faites-vous filmer. Laissez vos deux bras le long du corps. Parce qu'en fait, le gros problème lors d'une prise de parole, ce sont nos bras et nos mains. On ne sait absolument pas quoi en faire. Donc, il faut éviter de les cacher. Bon, les mains dans les poches, il y a beaucoup de choses négatives qui sont dites dessus, mais enfin, lors d'une prise de parole de public, on va éviter, on va dire. Donc, voilà, vous êtes là devant votre glace, laissez vos deux bras le long du corps. Et si vous connaissez le message verbal que vous devez diffuser, vous commencez à parler de votre message verbal. Laissez la parole d'abord se mettre en place. Et vous allez rapidement voir qu'en quelques secondes, voire quelques minutes, vos gestes vont venir tout à fait librement, tout à fait naturellement, accompagner vos propos.
Donc, il ne faut pas se prendre la tête, j'ai envie de dire, avec le non-verbal. Ça nécessite néanmoins de l'entraînement, mais il faut, quand vous avez quelque chose à dire et que ce quelque chose, vous le ressentez, vraiment, je vous garantis que le non-verbal va venir accompagner vos propos. Donc, il faut être au clair là-dessus. Sylvia, je te coupe, j'ai une première question. Dis-moi. Une personne qui me dit, parfois en regardant les interlocuteurs, je perds le focus verbal. Oui. Que peux-tu lui répondre? Alors effectivement, il y a des gens qui, ça peut être des gens qui sont soit gênés par leur interlocuteur, soit timides ou autres. Et quand on croise le regard de quelqu'un, ça peut effectivement faire perdre le cours de la conversation. Donc, même en face d'une personne, si ça vous gêne à ce point-là, regardez un tout petit peu au-dessus des yeux, au-dessus de sa tête. Ça va vous permettre déjà, il faut qu'elle se sente écoutée, la personne. Vous savez, en Occident, c'est très important, le contact visuel, sans qu'il soit intrusif. Hein. Mais il faut pas baisser les yeux pour autant. Donc, regardez un petit peu au-dessus de sa tête et puis, machinalement, vous allez voir que vous allez rabaisser votre regard au niveau de ses yeux et le verbal va revenir naturellement. Donc ça, ce sont des choses qui sont très fréquentes, effectivement, de croiser le regard de quelqu'un et d'être déconnecté de son verbal. Très bien. Je pense que tu as répondu. D'accord. Alors, là, c'est une autre partie, la deuxième partie. Comme on est en période de déconfinement, je crois que c'est le moment idéal pour encore au mieux être attentif aux gens qui nous entourent, notamment à nos collaborateurs. Donc, les questions aussi qui reviennent, outre le fait de savoir comment avoir une bonne gestuelle, c'est de repérer, et ça c'est le problème au niveau RH, de repérer les collaborateurs, les salariés qui ne vont pas bien. Donc, c'est ce qu'on va voir là. Alors, juste une chose, il faudrait qu'on passe une journée entière pour parler de ça. Là, ça va être très résumé ce que je vais vous dire. Mais on vit dans une société qui est très stressante, dans une société où tout va très vite. Donc, on va tous, à un moment donné ou à un autre, émettre des signaux où on ne va pas bien. Mais ce n'est pas forcément dramatique. Attention, ça peut vouloir dire tout simplement qu'on est fatigué ou qu'on est malade. Ça peut être très passager. Et puis, il y a des gens qui vont exprimer des choses au niveau du non-verbal qui vont indiquer que les choses vont vraiment mal. En sachant aussi que le langage non-verbal n'est pas là pour vous dire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Le langage non-verbal est tout simplement là pour souligner un état émotionnel. Et autre chose qui est très très importante, là je vais vous donner différents indices juste après, ce n'est pas un indice tout seul qui va vous mettre sur la voie. Il vous faudra vraiment plusieurs signaux pour pouvoir évaluer l'état émotionnel d'une personne. Donc, les postures de mal-être, là, dans cette période de déconfinement, vont être intéressantes à observer. Ce sont des indices qui sont parfois très, très subtils et ça vient généralement de façon très automatique. Ça nous est tous arrivé d'être à un moment donné d'être mal, tout simplement. Et notre corps nous lâche. Il lâche des informations, même quand on n'a pas envie, qui peuvent laisser justement supposer qu'on ne va pas si bien qu'on veut le laisser paraître. Je te coupe un tout petit peu. J'ai une question de William qui me dit j'ai constaté un de mes défauts, c'est de toujours orienter mon regard vers la même partie de l'auditoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir si c'est toujours au même endroit ou pas. Est-ce que c'est par exemple si William met son regard à gauche tout le temps dans des endroits différents, ça peut être juste, voilà, c'est une histoire de confort, tout simplement. Maintenant, si c'est toujours au même endroit, ça peut être parce que c'est un endroit qui lui semble plus calme vers cette direction-là. Des fois, ça peut tenir à peu de choses. Mais il est important, par contre, il faut le travailler, que l'ensemble de la salle se sente investi aussi de ce que vous dites et soit investi avec vous. Donc, quand vous avez identifié donc, cette problématique, donc quand vous sentez que votre regard part à gauche ou à droite, je ne sais pas, essayez de ramener tout doucement, de balayer la salle, tout doucement, vraiment, de droite, on va au milieu, ensuite on va à gauche. C'est vraiment important, il faut que tout le monde puisse se sentir dans la conversation que vous menez. Voilà, je pense que c'est la réponse qu'il attendait parce qu'il nous répond toujours même endroit. Ah, donc, certainement que c'est peut-être
C'est ce qu'on appelle un tic, de regarder toujours au même endroit pour des raisons de confort, mais… Exactement, ou une lumière, quelque chose, est-ce qu'il y a moins de passage à cet endroit-là? Enfin, ça peut s'expliquer tout à fait naturellement. C'est pas, maintenant, ça se répéterait toujours au même endroit, à des endroits différents, pardon. Effectivement, il faudrait gratter, mais là, c'est vraiment, on va dire, vous posez vos yeux pour une histoire de confort de ce côté-là. Alors, après, pour en revenir à nos postures de mal-être, il est très, très important de faire attention à deux choses. La première, c'est le contexte, et la deuxième, ce sera la baseline. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est la situation dans laquelle on se trouve. Il y a des situations qui sont très positives, il y a des situations qui sont parfois très négatives, très conflictuelles, et évidemment, on ne va pas se tenir de la même façon, notre non-verbal ne va pas s'exprimer de la même façon, que ce soit dans du négatif ou dans du positif. Donc, sachez que le contexte à lui tout seul, eh bien, peut expliquer le non-verbal de vos interlocuteurs et de vous-même. Donc, il faut faire très attention à la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est la première chose à analyser. La deuxième, c'est la baseline de vos interlocuteurs. Qu'est-ce que c'est que la baseline? Eh bien, c'est notre état corporel. On a tous une baseline, vous aussi. La baseline, c'est quand on est à la maison, on a une façon d'être qui est très naturelle, voilà, parce que c'est un endroit où on est en sécurité, où on se sent bien. Et puis, imaginez, vous arrivez dans votre réunion, après vous quittez votre maison, vous allez dans une salle de réunion où vous attendez vos clients, vous n'aurez pas forcément la même posture. Votre baseline va laisser place à un comportement contextuel. Vous ne serez pas imaginez, je ne sais pas comment vous vous tenez dans votre canapé à la maison, mais vous n'allez pas vous tenir de la même façon durant cette réunion. Donc, il y a la baseline qui fait partie de notre état naturel, avec nos tics non-verbaux, etc. Et puis, la baseline contextuelle, c'est donc, encore une fois, en fonction de la situation où nous nous trouvons. Donc là, ça va être l'occasion d'être attentif aux autres. Si on perçoit plusieurs indices de mal-être chez quelqu'un, eh bien, ça peut être l'occasion de lui dire, écoute, j'ai l'impression que depuis quelque temps, tu ne vas pas très bien. Donc, sache que si tu veux en parler maintenant ou plus tard, je serai là, ma porte, elle est grande ouverte. Alors, en Occident, c'est vrai qu'on n'aime pas trop montrer qu'on ne va pas bien, mais si on est vraiment mal et que quelqu'un le perçoit et nous laisse sa porte ouverte, c'est quand même très rassurant de savoir qu'on a été identifié comme étant, voilà, il y a quelqu'un qui a fait attention à nous et qui nous propose, en cas de besoin, d'être là. Donc, c'est très rassurant et ça peut vraiment aider des gens qui n'osent pas dire qu'elles ne vont pas bien, des personnes qui ne vont pas bien. Alors, au niveau des indices, alors, encore une fois, ça peut être plein de choses, hein. Tout ce que vous voyez là, ces postures dont je vais vous parler, ça peut être de la fatigue, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être même de la dépression, ça peut être une simple, je sais pas, une simple grippe, voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein. Je répète, le non-verbal ne vous dit pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ça, après, c'est à nous d'aller au contact et de vérifier ce qui se passe. Alors, au niveau du corps, on a un affaissement général de la posture. Quand on ne va pas bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, notre corps a tendance à se lâcher vers le bas. Donc, ça peut être une fatigue émotionnelle, physique, psychologique, peu importe, mais le corps a tendance à avoir une posture d'inconfort, donc ça part vers le sol. L'immobilisme, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment lié à la peur. Par exemple, vous voyez un de vos collaborateurs qui prend son téléphone, qui lit, et là, il ne bouge plus, il est figé. Bon, bah là, il est tétanisé par une nouvelle qu'il vient d'apprendre, éventuellement, ou en tout cas quelque chose qui l'inquiète. Après, si vous avez un de vos collaborateurs qui a une baseline qui est quelqu'un qui bouge beaucoup, et que vous voyez que subitement, c'est quelqu'un qui bouge moins ou qui ne bouge plus du tout, alors il peut y avoir plein d'explications, attention, hein, mais il faut noter cet élément et regarder d'autres indices qui pourraient justifier le fait que cette personne ne va pas bien. On a aussi la posture de la tortue. Alors, la posture de la tortue, si vous essayez en même temps que moi, vous allez voir que c'est très, très inconfortable. Donc, les épaules remontent et la tête rentre dans les épaules. Alors, c'est une posture qui est très passagère, hein, mais quelqu'un qui adopte cette posture est très stressé. Attention aussi, il y a des gens qui ont des postures très bizarres et qui font partie de leur baseline. Donc, quand c'est le cas, il ne faut pas chercher à analyser. Mais quelqu'un que vous connaissez bien, qui se tient normalement, subitement, vous voyez qu'il se tient comme ça, c'est qu'il y a un début de mal-être qui est en train d'être exprimé au niveau non-verbal.
Et puis la contorsion des doigts. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les enfants. Quand les enfants ont une très très grande angoisse, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait attention, mais ils prennent leurs doigts et ils les contournent, enfin ils les contorsionnent comme ça, très désagréable aussi. Des adultes également peuvent le faire quand ils sont extrêmement stressés, quand ils sont vraiment très très mal. Attention là aussi, ça peut être des tics non-verbaux. Il y a des gens qui se tripotent les doigts comme ça parce que ça fait partie de leur baseline. Au niveau du visage, c'est pareil. On va avoir un affaissement général du visage, c'est-à-dire que les yeux, les sourcils, commissures des lèvres peuvent avoir tendance à descendre, la tête aussi. Alors que quand on est plutôt souriant, de bonne humeur, le visage a plutôt tendance à partir vers le haut. Il y a une perte du contact visuel, c'est-à-dire que la personne habituellement vous regarde et vous voyez que petit à petit elle vous regarde de moins en moins ou elle ne regarde plus personne. C'est un indice parmi tant d'autres. Contraction de la zone frontale, donc la zone au milieu du front. Alors moi j'ai une frange, vous ne pouvez pas bien voir, mais quand vous voyez quelqu'un dans son coin qui a cette contraction au niveau du front, encore une fois il vous faut d'autres indices, ce n'est pas suffisant, mais quand vous voyez ça, alors ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut être une simple migraine, ça peut être de la contrariété, ça peut être de l'incompréhension, du désaccord, ça peut être beaucoup de choses. Donc il vous faut d'autres indices pour évaluer si oui ou non la personne c'est juste passager ou si c'est effectivement quelque chose qu'elle traîne avec elle, un mal-être qu'elle traîne depuis déjà quelques temps. Et on a enfin la tête entre les mains. Vous savez, les gens qui se prennent la tête comme ça, alors quand on se dit se prendre la tête, c'est pas pour rien. Ça, c'est vraiment quand l'esprit est trop lourd, on laisse retomber ça dans les mains. C'est aussi une façon de se cacher parfois pour pas que les autres puissent percevoir nos émotions. Donc, il y a d'autres éléments encore. Là, je vous donne vraiment des petites bribes, mais il faut faire attention à ces éléments qui sont combinés ensemble. Faites attention aussi à ce que ce ne soit pas des tics comportementaux. Alors, vous allez me dire, finalement, la baseline de la personne, c'est facile quand on la connaît bien. Oui. C'est plus difficile quand on ne connaît pas la personne ou quand on la connaît peu, parce qu'effectivement, je ne sais pas, quelqu'un que vous connaissez très bien, vous regardez cette personne au loin et vous savez si elle va bien ou pas, alors qu'elle ne vous a rien dit. C'est parce que, comme cette personne, vous la connaissez bien, vous connaissez aussi son comportement naturel. Faites attention aussi à certains médicaments ou à certaines maladies qui vont atténuer au niveau musculaire du corps et du visage. Ça va être... Il y a des médicaments, par exemple, qui font que le visage ne bouge plus ou n'exprime plus rien. Pareil au niveau du corps, ça va ralentir le corps. Des maladies aussi qui vont expliquer certaines choses. Donc, il faut faire attention, le non-verbal, il ne faut pas se précipiter dans son analyse, ça peut être très dangereux. Donc, il faut faire attention au contexte, à la baseline. Plus on connaît la personne, moins on a de risques, j'ai envie de dire, de se tromper. Alors là, on va aborder effectivement le digital, parce que là, je vous ai parlé du présentiel, mais on va juste terminer sur le digital et non-verbal, parce que les gens ne sont pas du tout à l'aise derrière leur caméra non plus. Et souvent, ils me disent comment on fait pour être bien placé devant la caméra, pour exprimer tout son potentiel. Alors déjà, pareil, il faut vous entraîner. Aujourd'hui, on peut se filmer à travers notre iPad, nos téléphones. Donc, profitez-en, filmez-vous et regardez ce que ça donne. N'oubliez pas que votre corps est un formidable outil de communication. Mais n'oubliez pas non plus que vos gestes sont là pour souligner ce que vous dites, pour amplifier votre message, pour démontrer ce que vous racontez. Il ne faut pas aller plus loin dans le non-verbal. Ce n'est pas non plus un tout dans la communication. C'est important au niveau visuel, mais tout est important dans une communication. Alors, au niveau de la caméra, positionnez-vous, il y a une posture droite, mais j'ai envie de vous dire, même en présentiel, à moins que vous ayez des problèmes de dos, mais il est important de se tenir droit, d'abord parce que ça donne plus de prestance, et aussi parce que les gens n'aiment pas tellement voir des postures où on est avachi. Ça ne donne pas une bonne image de nous. Donc, devant votre caméra, soyez droit, tenez-vous droit, pas trop droit non plus, parce qu'il ne faudrait pas qu'on croie que... soyez quand même détendu, juste droit pour donner de la posture et du dynamisme à votre communication. Et ce n'est pas parce que vous êtes devant une caméra que vous ne devez pas bouger. Faites pareil, c'est-à-dire d'abord posez vos mains et laissez petit à petit celles-ci venir animer votre discours. Donc soyez dynamique,
Ne restez pas statique devant la caméra. Et c'est pareil au niveau du visage, exprimez ce que vous avez à dire. Hein, ce n'est pas du tout interdit. Et puis enfin, le contact visuel, c'est comme dans la vraie vie. Le contact visuel, donc ça veut dire pour ça, faites attention au niveau des caméras où se situe la caméra pour que la personne derrière son écran puisse avoir l'impression que vous lui parlez bien, comme si elle était réellement en face de vous. Et là, ça peut aussi jouer sur le non-verbal, c'est la partie technique. Il faut tout vérifier, il faut faire attention parce que ça peut vraiment jouer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut jouer sur votre langage non-verbal. Donc, vérifiez bien déjà que vous êtes centré, que vous êtes bien cadré. Pour ça, il faut que vous soyez au centre donc, et qu'il y ait de l'espace entre le haut de votre tête et de l'espace en dessous. Ensuite, faites attention à votre arrière-plan. Donc, il y a des moyens, je crois que c'est sur Skype, on peut mettre du flou. Donc, c'est pas plus mal. Ce qu'il faut, c'est qu'on se concentre sur vous. Il faut que ce soit quand même bien rangé derrière, c'est toujours mieux, ça donne une bonne image. Ou il y ait quelque chose de neutre, comme on a aujourd'hui. Je vous dis ça parce que l'autre fois, j'ai assisté à un webinaire où il y avait une dame qui parlait, parmi d'autres intervenants, et elle était sur le côté, et à droite d'elle, il y avait une plante qui était morte, mais morte de chez morte. C'était affreux à regarder. Et elle a dû s'en apercevoir parce qu'au moment où elle s'est mise à parler et qu'elle a dû voir son image, elle a commencé à se pencher. Elle a essayé d'amener sa chaise vers la plante, mais ça n'a pas marché. Et du coup, elle s'est penchée pour cacher sa fleur. Et c'était grotesque à regarder, c'était pas agréable du tout. Donc, faites bien attention parce que si vous vous apercevez qu'il y a un truc dans votre arrière-plan qui ne vous convient pas, ça tient un peu de choses. Modifiez votre langage non verbal. Bon, il y en a qui sont morts de rire quand même par rapport à ce que tu nous racontes. Voilà. Bon, la plante morte, voilà, la plante morte, les gens qui passent derrière. Par exemple, oui, le bureau mal rangé, l'armoire avec des livres mal rangés ou des livres bizarres même. Des livres bizarres, oui, c'est ce que j'allais dire. Avec des titres évocateurs. Tout à fait, oui, ça on l'a vu. Arrivé ce genre de choses. Ou l'animal qui saute sur le bureau. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses. Dans cette période de confinement, il y a eu beaucoup de communication digitale, forcément, et ça a été la bouffée d'oxygène parce que sur Internet, les gens ont posté justement les problèmes qu'il y avait durant leur webinaire ou durant leur visioconférence avec les collaborateurs, et ça a été très frais, c'était très drôle, mais là, avec des clients, ça peut ne pas passer, donc il faut vraiment faire attention. Faites attention aussi à votre éclairage, parce que si vous avez une lumière au-dessus de vous, c'est joli, mais ça fait très mystique. Alors pourquoi pas. Si c'est une lumière qui vient d'en dessous, là ça fait carrément peur, donc c'est à éviter. Faites attention aussi que la lumière ne vienne pas de derrière, parce que ça veut dire que vous êtes à contre-jour et les gens vont croire que vous faites partie d'un programme de protection des témoins. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche non plus. Donc si vous avez besoin de mettre de la lumière, mettez par exemple une lumière de chaque côté de vous. Ça va donner un côté harmonieux à votre visioconférence. Pardon. Donc, on se tient droit. On nous dit qu'il faut donner une bonne image sur nous pour qu'on puisse être inspirant. Voilà. Oui, captivant, inspirant. Après, avec 2-3 petits trucs de base, il ne faut vraiment pas trop se prendre la tête parce que je vois beaucoup de choses passer où les gens me disent « Oui, alors on m'a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. » Restez vous-même, tranquille, tranquille. Il ne faut pas paniquer. Plus c'est tranquille, plus les choses viennent naturellement. Donc, devant votre webcam, juste vous tenez droit, vous posez vos mains et quand c'est à votre tour de parler, vous commencez à parler et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vos gestes vont venir même sans que vous ayez une quelconque conscience par rapport à ça. Ça va venir tout seul. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu ce soir, donc restez vous-même, franchement, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, ça n'a aucun intérêt. Si vous observez des postures de détresse chez vos collaborateurs, intervenez ou faites intervenir quelqu'un. Et vraiment, il est important de ne créez pas le geste, mais venez juste créer les conditions qui vont amener ce geste. Ce qu'on veut, l'objectif, c'est que vous restiez énergique dans la façon de communiquer votre message, que vous soyez dynamique, captivant. Vous êtes une personne qui est forcément captivante. Donc, en faisant tout ça, tout simplement, et en restant vous-même, eh bien, vous allez garder votre public proche de vous et non pas à distance. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Voilà. Eh bien, c'est parfait.
Je reviens vers vous maintenant. Je vais juste arrêter la diffusion. Oui, on te voit et en fait, tu vas pouvoir mimer absolument tous les baselines dont tu as parlé tout à l'heure. Le Avachi, voilà, tu vas pouvoir mimer tout ça si tu as envie. Non, je plaisante. Emmanuel a des problèmes pour nous rejoindre. Ah mince. Alors, Emmanuel, nous pourrons ni la voir ni l'entendre. Je lui demande tout simplement qu'elle nous appelle. Alors, ce sont des problèmes techniques, justement. Elle est sur un ordinateur qui est super sécurisé. Et du coup, elle n'a pas accès à sa vidéo, au micro, au partage. Donc, je lui ai demandé de nous appeler et peut-être que nous aurons sa voix de coach vocal. Ce serait dommage parce que ce serait le con pour une coach vocale de ne pas pouvoir parler quand même. Donc, on va voir comment elle va pouvoir essayer de corriger ce problème. Alors, en attendant, moi, j'ai quand même quelques questions. Alors, est-ce que c'est une question raisonnable? Comment résoudre l'équation suivante? Ma semelle se décolle en me rendant sur les lieux de mon exposé et c'est visible. Bon, alors si sa semelle se décolle, alors, qu'est-ce qui est visible, la semelle ou le mal-être? Voilà, qu'est-ce qui est visible justement, hein? C'est William, l'Allemand, qui nous pose cette équation, hein. En clair, comment corriger un problème ingérable, annoncer et clarifier ou ignorer l'incident? Bon, alors il a un petit problème de semelle qui se décolle, William, et il dit que c'est visible. Alors, comment faire discrètement pour passer inaperçu? Alors déjà, pour ce problème-là ou pour tout autre problème comme ça qui nous tombe dessus, c'est vrai que ça va perturber notre verbal, notre non-verbal, ça va tout perturber. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, mon parti pris, c'est de dire les choses comme elles sont. Là, j'ai un problème. Par exemple, vous êtes sur scène, William. Vous arrivez sur scène, c'est pas de chance. Juste avant, vous apercevez que votre chaussure, votre semelle est décollée. Bon, vous n'allez pas arriver avec une chaussure à un pied et pas à l'autre. Vous n'allez pas arriver en glissant. Enfin, ça va paraître bizarre. Moi, personnellement, ce que je ferais, c'est qu'un avis perso, des fois, on peut se permettre, des fois, on ne peut pas se permettre. Je vous l'accorde. J'arriverai avec ma chaussure à la main en montrant la semelle détachée, en disant, voilà. Et déjà, ça va détendre tout le monde. Parce que c'est pareil, il y a des gens qui sont très, très timides, qui n'ont pas besoin d'avoir une semelle détachée ou quoi que ce soit, et qui ils se retrouvent devant le public, et alors là, c'est la fin du monde. Et ils essayent de paraître bien, et en fait, c'est la catastrophe, ils le vivent très mal. Et justement, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. On est timide, et alors? C'est pas grave, c'est aussi une jolie qualité, il ne faut pas croire. Et si vous êtes vraiment très mal, eh bien, moi, je conseille aux gens de le dire. Bon, voilà, je suis devant vous, je suis un petit peu timide, donc mettez de l'humour dans tout ça, une petite histoire, un petit truc qui va faire rire l'auditoire, et vous allez voir qu'après, ça va aller beaucoup mieux. Donc, moi, j'ai une semelle qui est détachée. Alors d'abord, si j'ai un peu de temps, j'essaye de la recoller, je vous l'avoue franchement. Si j'ai le temps d'aller chercher une autre paire de chaussures, j'y vais. Mais si j'ai pas le temps et qu'il faut animer quelque chose, je viens avec ma chaussure à la main. Et voilà le résultat. Tu t'imagines en prise de parole en public, donc devant un auditoire de 300 personnes. Donc là, William est mort de rire, bien entendu, parce qu'il dit, il a essayé de recoller sa semelle ou de la remettre. Il dit, c'est ce que j'ai fait, mais c'est gênant. Voilà, bon, il faut la jeter. Et puis, c'est gênant parce qu'on le cache aux autres. C'est autre chose. Ouais, c'est gênant parce qu'on le cache aux autres, en fait, aussi. Et quand on dit les choses, finalement, ça passe mieux. Et puis, s'il y en a pour qui ça passe pas, eh bien, tant pis, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà, exactement. Alors, bon, on a des questions quand même peut-être un petit peu plus sérieuses que les questions. Ah oui, alors William rectifie la chose, il n'est pas timide. Je m'en étais aperçue également. Alors, David nous pose une question. Il faut que les sociétés apprennent à décoder les RPS et avoir une culture interdépendante. Quel est votre ressenti vis-à-vis de ce mal grandissant? Avons-nous la culture de l'altruisme? C'est une question d'actualité parce qu'avec ce qui s'est passé, on nous a dit qu'il allait y avoir le monde d'après, que les sociétés, les entreprises vont justement s'ouvrir plus à l'empathie, être plus altruistes, etc. Alors, je pense que les entreprises n'ont pas vraiment attendu la pandémie pour ça. Moi, il y a quelques années, quand j'avais commencé à faire les formations sur le non-verbal, on me demandait très clairement d'apprendre le langage non-verbal pour manipuler les gens. Le mot manipuler était clairement
sorti. Hein, c'était pour ça. Donc, on reclarifiait les choses. Et depuis quelques années maintenant, c'est comment comprendre le langage non verbal de nos clients, de nos collaborateurs, pour pouvoir mieux échanger avec eux. Donc, il y a déjà une transformation au niveau de la demande. Après, être altruiste, alors à titre personnel, puisqu'on est entre nous, je crois que à partir de septembre, les choses vont quand même être un peu compliquées. Il y a des gens qui vont essayer effectivement de changer certaines choses, mais je pense qu'on va demander beaucoup aux entreprises et que ça va être difficile de tomber dans cette image qu'on a de la société qui serait plus à l'écoute des autres. Ça voudrait dire sacrifier certaines choses. Et je ne suis pas certaine que les entreprises, à la rentrée, puissent avoir cette capacité de laisser passer l'empathie d'abord, l'altruisme au profit, de faire plus de marge, plus d'argent, plus de profit. C'est pas joli ce que je dis, mais on va rester lucide sur la situation. Il y a du mieux, si vous voulez. Il y a quand même, honnêtement, il y a du mieux depuis quelques années. Mais là, c'est trop tôt encore pour dire si on va tomber dans cette forme idéale. Je ne sais même pas si on y arrivera complètement un jour. Mais il y a des entreprises, tempérons quand même, qui pratiquent ce genre de choses. Hein, il y a des grands groupes où effectivement c'est à la guerre comme à la guerre. Mais il y a aussi des entreprises qui sont à l'écoute de leurs salariés, qui sont à l'écoute des collaborateurs, des clients, des négociations qui sont tout à fait respectueuses des autres. Voilà, donc après une négociation, ça restera toujours quelque chose d'égoïste. On a tous quelque chose à vendre, quelque chose, et les autres quelque chose à recevoir. L'altruisme à 100%, non, ça j'y crois pas. Pas dans le monde du travail. Bon, et William qui recommence en nous disant « Je l'ai enlevé, mais je boitais ». Voilà. Dans la série William et sa semaine… Ouais, William, ah oui, il va nous avoir oui, non, là… Oui, bah, c'est pas grave, boiter. Bon, bah, il fallait enlever de la deuxième chaussure. Ah, on a une affirmation de Nadine. Hein. Danone vient de proposer d'être la première entreprise à mission du CAC 40. C'est ça, Nadine? La première entreprise à mission du CAC 40. D'accord. Est-ce que vous voulez bien préciser, Nadine? Ah, voilà. Mission sociétale de l'entreprise sur le même plan que le profit. Très bien. Bon, comme quoi? Oui. Donc, il s'agit d'un phénomène sociétal. Apprenons-le donc à nos jeunes générations. Merci Sylvia. Donc, c'est David Philippe qui te laisse cette affirmation. Merci David. Voilà. Bon, on a notre coach vocal qui, du coup, ne va pas pouvoir venir nous rejoindre. Alors, la coach vocale, normalement, était censée nous parler des techniques de communication, de l'expression de la voix, de l'intensité de cette voix-là quand on prend la parole en public, de la respiration. Elle est chanteuse. Bon, je vous la présente, vous ne la verrez pas, mais malheureusement, alors elle est chanteuse, elle est linguiste et elle entraîne des personnes à prendre la parole en public. Et elle travaille sur le haut du corps, sur l'expression de la voix, l'ouverture, justement, pour que la voix soit non forte, mais audible. Parce qu'en fait, l'objectif d'un orateur, c'est de ne pas crier, pas spécialement d'avoir une voix qui porte, mais une voix qui soit audible, que tout le monde peut entendre et qui peut marquer des blancs de temps en temps pour attirer la concentration. Voilà. Je pense que tu me rejoins, Sylvia, dans le sens où quand on est un orateur,
qu'on a par exemple un micro à la main et qu'on a 300 personnes, ça t'arrive assez souvent en tant que conférencière, et qu'on a 300 personnes en face de nous, de temps en temps, il est de bon augure de laisser un blanc, de marquer un blanc et de calmer un petit peu les personnes qui sont peut-être en train de discuter entre elles pour qu'elles soient plus concentrées sur ce que tu es en train de dire, parce que le flux de parole s'arrêtant, ben les gens se concentrent en se demandant pourquoi le son se baisse d'intensité d'un coup. Donc, on a besoin vraiment de se concentrer sur ce que la personne est en train de dire, et là, elle marque un blanc. Donc, il faut qu'on se concentre sur ce qu'elle dit. C'est ce qu'on peut apprendre quand on est en apprentissage de prise de parole en public. C'est ce que ProCap propose. On propose même carrément un séminaire de 2 jours sur la prise de parole en public et sur des essais de prise de parole, sur des tests et sur un apprentissage de ce flux de parole. Voilà. En tant que conférencière, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec un micro face à 300 personnes, par exemple? Comment tu t'y prendrais? Déjà, quand on prend la parole devant un vaste groupe de gens, petit conseil, éviter, même devant un petit groupe d'ailleurs, jamais être assis ou derrière un espèce de pupitre. Ça, c'est pas bon du tout. Il ne faut pas hésiter à utiliser l'espace quand on peut. Ça, c'est la première chose. Et après, au niveau de la voix, puisqu'on va rebondir sur le verbal, eh bien, effectivement, je te rejoins dans les silences parce que ça permet aussi aux gens, quand ils ont beaucoup d'informations dans une conférence ou une formation, le silence permet de rebooter un petit peu tout ça et de revenir, de laisser un petit peu d'espace pour le cerveau, pour qu'il réenregistre à nouveau les prochaines données qui vont arriver. Donc les silences, il ne faut pas en avoir peur. Je vois beaucoup d'orateurs qui comblent les silences de peur que ça passe mal. Et en fait, non, il faut, alors pas tout le temps, pas n'importe comment, mais le silence est effectivement porteur d'une énergie nouvelle après, d'une nouvelle concentration. Voilà, ça permet aussi de donner de l'impact au message essentiel que l'on veut donner. Alors, Alexis nous pose une question, puisque je vois un point d'interrogation. C'est un grand texte, mais c'est un point d'interrogation à la fin, donc je pense que c'est une question. Peut-on vraiment changer du tout au tout? Une personne timide peut-elle un jour arriver à s'exprimer en public, là où une personne plus à l'aise à l'oral possède cette compétence dès le départ? Certaines personnes pratiquant la PNL ont cette idéologie. Tout est possible. De ce fait, une personne timide peut-elle devenir aussi compétente qu'une personne ayant des facilités oratoires dès l'enfance? Alors, dès l'enfance, j'en doute, mais ça peut arriver. Alors, est-ce que tu veux que je répète? Non, j'ai bien compris. Voilà, si on synthétise, une personne timide, mais timide est une unité de valeur. Non, on n'est pas timide. Timide, on peut prendre la parole en public. Nous, on a beaucoup de personnes qui se disent être timides. C'est une appréciation de vous. Ce n'est peut-être pas la réalité. Dis-nous, toi, Sylvia. Il y a timide et timide, effectivement. Moi, j'ai eu, dans de très, très rares cas, des gens vraiment très timides, c'est-à-dire l'idée de parler devant un public, quel qu'il soit, ils étaient malades plusieurs semaines à l'avance et le jour J, ils tombaient dans les pommes. Donc, impossible d'aller au-devant des gens. Bon, là, ça dénote une autre problématique qu'il faut traiter, parce que c'était des gens, en plus, qui avaient fait des formations sur la prise de parole en public, mais ce n'est pas suffisant. Là, il faut vraiment travailler sur autre chose. Après, on est tous plus ou moins timides, plus ou moins. Et la question, elle est intéressante parce qu'il y a des gens, effectivement, qui sont à l'aise naturellement, qui n'ont pas peur de parler devant un public, et puis il y a les autres. Et est-ce que ces autres peuvent devenir aussi performants? La réponse, c'est oui. À partir du moment où vous ressentez, vous êtes animé par ce que vous dites, à partir du moment où vous allez expérimenter, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ce n'est pas parce que demain vous faites une formation en prise de parole en public que du surlendemain, c'est bon, tout a disparu, vous êtes les meilleurs. Non, on va expérimenter. Moi, j'expérimente encore toujours. Il y a toujours des choses que l'on apprend. Donc, une personne timide, à partir du moment où elle ressent ce qu'elle dit,
qu'elle aime ce qu'elle fait, elle va être un excellent orateur et il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Des blocages, il peut y en avoir, c'est pas grave. Ces blocages, on va les débloquer au fur et à mesure. Il y a des gens qui sont là pour aider, effectivement, pour ça. Mais non, il ne faut pas croire, il y a des gens, quand vous dites changer du tout au tout, oui, pas du jour au lendemain, mais c'est faisable. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, d'une personne timide, la mettre sur scène. Peut-être qu'au début, ça va être un petit peu stressant. Et je peux vous dire, il y a des gens timides, j'en ai vu sur scène, ils ont dit, après ils étaient super bien, ils étaient contents, oh, mais au début, j'ai flippé, ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas parce qu'il y avait cette envie de partage, il y avait cette envie malgré tout, de se jeter dans le vide face à cette foule. Et une fois que ça a démarré, une fois que les choses viennent naturellement, c'est que du bonus pour le public et pour l'intervenant. Donc oui, une personne timide peut tout à fait prendre la parole et être aussi performante qu'un professionnel de la prise de parole en public. Alors, William revient et nous dit « J'étais timide et réservée, mais la prise de parole forge l'envie de s'exprimer et de prendre la parole, car on acquiert de l'aisance. » Ben voilà, on apprend, si on a la volonté d'apprendre, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, il ne faut pas les forcer. Mais il faut d'abord connaître, savoir comment ça se passe, savoir ce ressenti. Et si après, effectivement, la personne n'aime pas, malgré le fait d'avoir essayé, on n'insiste pas. Mais tous ceux qui essayent, normalement, il se passe quelque chose de très étrange quand on partage des choses avec les gens, même quand il y a du désaccord, peu importe. Donc, vous avez tout à fait raison. Effectivement, une fois qu'on a essayé, une fois qu'on a ressenti, eh bien, on est plus à l'aise pour même des tas d'autres choses, pas uniquement que pour la prise de parole en public. Alors, j'ai Emmanuelle en ligne. Ah, alors, elle est en ligne. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que vous entendez? Pas bien. Non? Je suis trop loin. Non. Ah là. Ah? Oui? Oui, là, c'est bon. Je suis absolument désolée pour ce contretemps et ce contre-coup là du sort. Bon, j'ai un serveur qui est hyper sécurisé malheureusement. Je n'avais pas mis au point ça en fait. Je voulais, ce que Cathy a dit sur, je vois que je l'ai pas mal formé puisqu'elle a expliqué dans les grandes lignes ce qu'il en est de ce que j'aurais pu vous transmettre. Et je voulais intervenir par rapport à la question sur la timidité. J'étais quelqu'un de hyper mal à l'aise dans la prise de parole, même au téléphone au départ. Il y a effectivement, comme Sylvia le disait, des habitudes à prendre. Plus on prend la parole, plus on est à l'aise. Il y a toutes les postures, on peut s'appuyer sur des postures à mettre en place. En revanche, donc c'est là où malheureusement je ne peux pas vous le transmettre, mais je ferai passer le PDF à Cathy. Il y a une prise de conscience de la physiologie, de l'anatomie qui est liée à la création du son, tout simplement. Donc c'est une histoire, on peut s'appuyer pour éviter les problèmes de timidité, on peut s'appuyer sur de la technique vocale toute simple qui sont de l'ordre de l'addiction par exemple, vous aurez des éléments dans PowerPoint, des techniques aussi de prise de conscience du lien entre la respiration, ce que je dois laisser faire à mon corps sait respirer seul et la respiration est un élément hyper important pour gérer la timidité et le stress de la prise de parole, puisque cet élément de respiration passe entre autres par le diaphragme, et le diaphragme est relié à un nerf qui remonte jusqu'au niveau du cerveau et qui permet de gérer justement l'hormone de gestion du stress. Donc la respiration sera un facteur très déterminant pour arriver à gérer un stress incontrôlable lié à une timidité qui complique les choses. Après, vous avez le stress qui restera positif, le petit stress qui fait qu'on veut, comme j'ai eu là maintenant, on veut que tout soit prêt. Ça, c'est quelque chose de normal, mais cette gestion du souffle permettra, par des logiques physiologiques dont on n'a même pas conscience, de gérer déjà les éléments du stress qui font qu'on a très peur. Ensuite, tout ce qui tourne autour de l'addiction, les muscles du visage, l'addiction qu'on va employer, la façon dont on va s'exprimer,
Sylvia parlait des silences aussi, qui sont très importants pour les grands timides. Ça, c'est très important, parce qu'on peut se poser sur ces silences. Ça nous donne le temps de réfléchir à ce qu'on va dire, de remettre de l'ordre dans ses pensées, dans le fil de la pensée. Et ça remet aussi, ça permet de se repositionner au niveau du souffle, reprendre un petit peu pied. Et une fois qu'on a fait ça, normalement la pression retombe et là on peut retrouver son fil conducteur et remettre l'intention qu'on avait au départ. Donc ça c'est des éléments, la physiologie est très importante pour ça. Malheureusement je suis absolument confuse de ne pas avoir pu, j'entendais, hein, j'ai pu voir, j'avais accès au PowerPoint de Sylvia, mais pas de micro, impossible de faire tout ce qui était sortant en fait. J'avais des choses entrantes mais le sortant je ne peux pas. Est-ce que vous seriez intéressé, donc toutes les personnes qui suivent ce webinaire, à recevoir le document de Sylvia et le document que propose Emmanuelle sur l'addiction, sur tout ce qu'elle vient d'expliquer, hein, qui normalement est… voilà, donc Gisèle me dit oui, répondez-moi. Normalement, j'ai votre adresse, je vous envoie un mail avec les documents. Malheureusement, la technique, justement, a fait que nous ne pouvons pas avoir Emmanuelle en direct. Vous l'entendez parce que Emmanuelle, quand on la jette par la porte, elle revient par la fenêtre. Elle est un peu comme ça, hein, Emmanuelle. Hein. Quand elle donne une formation, il faut que ça rentre. Hein. Moi, elle m'a formée sur la prise de parole en public. Vous voyez, là, je suis carrément conditionnée. Donc, je suis capable d'expliquer tout ce qu'elle explique, même à sa place, presque. Hein. Non, elle a une compétence. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle est chanteuse depuis ses plus tendres années. Voilà, depuis quelques années, mais ne dis pas ton âge non plus. Mais… Depuis quelques années, on va dire. Hein. Donc, elle est chanteuse et en effet, elle forme même des maires, hein, les maires de nos communes, n'est-ce pas Emmanuelle, à prendre la parole en public, chose qui n'est pas évidente parce que quand on écoute certains de nos maires, quand ils prennent la parole en public, parfois, il y aurait besoin d'une petite formation complémentaire. Voilà. Et oui, mais voilà. Après, pour les personnes intéressées, je pourrais éventuellement, enfin vous pouvez me demander des compléments d'information en me téléphonant, hein, Cathy a tous les éléments. Mais voilà, je suis confuse. Là, je suis en fait dans ma voiture, toute fenêtre fermée. Je me suis arrêtée sur la route pour pouvoir intervenir. J'entendais en fait le webinaire qui continuait et quand j'ai entendu cette question déterminante sur la timidité, c'est vrai que ça peut être, comment dire, on se sent impuissant quand on est timide et on n'a pas l'impression d'avoir des solutions, alors que ce que Sylvia a pu vous transmettre, déjà, ça peut être des supports qui vont aider à dépasser cette timidité. Et après, moi, j'ai des éléments sur la physiologie qui peuvent être complètement complémentaires pour ça. La timidité ne va pas disparaître, hein, ça c'est un travail de longue haleine, mais ça, à nous deux, on peut vous donner des outils pour passer par-dessus cette timidité, la contourner et trouver des biais pour pouvoir être de plus en plus à l'aise au fur et à mesure que vous aurez l'habitude. Alors, bien entendu, tout le monde n'est pas timide, tout le monde… Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui n'osent pas prendre la parole en public. Oui, c'est autre chose. Donc là, c'est encore autre chose. Hein. Voilà, alors, William nous dit, juste pour argumenter le dépassement de la timidité, il te propose, Emmanuel, de chanter. Voilà. Mais bon, on a toujours dans les formations hein, des personnes qui de temps en temps mettent l'ambiance comme ça. Donc William, merci pour mettre l'ambiance et pour détendre l'atmosphère. Mais l'atmosphère n'était pas tendue. Hein. Mais bon, merci quand même. Je suis garée le long d'un trottoir, je me mets à chanter dans ma voiture, toute fenêtre fermée. On va m'appeler tout de suite les services de psychiatrie, je pense. Oui, c'est possible. On voit pire, hein. C'est pas le plus grave, ça. Oui, je pense qu'on voit pire. On voit bien pire. Bon. Je pourrais transmettre, après vous ne m'entendez pas seul, mais on a fait, du fait du confinement, je fais partie de plusieurs chœurs, pro et semi-pro. Il y en a un avec lequel on a fait un enregistrement, comme on a pu en voir plein, où chacun chantait chez soi et on remettait tout avec un ingénieur son qui reparamétrait tout pour
puisse être à plusieurs voix. C'est le seul enregistrement à cette heure que j'ai à vous transmettre. Bon, alors si vous souhaitez écouter Emmanuelle, elle peut nous transmettre une bande son. Hein, alors, William nous dit non pitié. Voilà. Ah bah c'est pas bien de juger sans connaître. Hein. Je retiens. Voilà. Donc si William m'envoie un mail ou me contacte pour demander des informations, je l'enverrai couler. Voilà. Emmanuelle et son franc-parler. Donc, si on résumait, la prise de parole en public, on a abordé quand même pas mal de sujets. L'essentiel est d'être naturel. Vous le voyez, on l'est. Malgré tout, on dit des choses graves et importantes. On a parlé des timides, mais ce n'est pas la majorité. Dans nos formations de prise de parole en public, et on le fait aussi avec Emmanuelle, donc c'est vraiment un séminaire qui vous apportera énormément ce que l'on fait avec Emmanuelle, parce que 2 jours en pleine nature, basé sur la prise de parole en public, sur des petits sketchs et sur l'acquisition de sa vraie voix, c'est quelque chose d'excellent. Donc, n'hésitez pas. Je peux déjà vous donner un petit tuyau. Cathy, tu as fait part du naturel. Donc, c'est vrai que j'oubliais que Sylvain, on a parlé tout à l'heure d'être le plus naturel possible. Par rapport à ce que je peux apporter en guise d'outils comme ça, alors malheureusement, il n'y a pas de slide pour appuyer ce que je vous dis. Donc, comme ça, sans parachute, ce que je peux vous en dire, je vous invite juste à prendre conscience tous les jours, à n'importe quel moment de la journée, de la respiration qui est la nôtre au moment de l'endormissement. Tous, on connaît cet état d'endormissement où on sent qu'on est de plus en plus détendu, les pensées petit à petit s'apaisent, et notre corps étonnamment respire sans qu'on lui donne l'ordre de respirer, d'inspirer, expirer, de prendre une inspiration plus ou moins longue, enfin toutes ces choses-là que par mes séminaires, je me suis amenée à déconstruire, à savoir on ne prend pas sa respiration, on ne va pas projeter sa voix, on ne va pas faire sortir le son, on ne va pas... toutes ces choses-là sont antinomiques avec la physiologie la plus naturelle qui soit. Donc je vous invite à retrouver le naturel, pour le coup, moi, du côté de la physiologie, c'est essayer de prendre conscience quand vous endormez ce soir de ce qui se passe au niveau de votre corps. Votre corps respire seul. Quand on dort, on ne s'occupe pas de savoir s'il respire bien ou pas bien. Donc normalement, tout se passe tout à fait de façon tout à fait fluide. Et c'est là où pour les timides, ça peut être, enfin les timides ou pas timides d'ailleurs, pour arriver à trouver une juste posture, le bon rythme verbal, de considérer que notre corps sait ce qu'il fait en respirant. Donc je vais me concentrer, et ça Sylvia, je ne sais plus si tu en as parlé, mais de toute façon ça correspond aussi à ce qu'on avait échangé ensemble, c'est-à-dire qu'on va se consacrer particulièrement à ce qu'on a à dire. Donc dans le processus de la prise de parole, il y a, au niveau, si je me réfère à la physiologie, il y a d'abord ma pensée. Ma pensée va créer quelque chose que j'ai à dire. Je veux transmettre une information, quelle qu'elle soit. Donc ça passe par le cerveau. Mon cerveau est le premier acte de prise de parole. Ensuite, mon cerveau, vu qu'il va vouloir me faire verbaliser une pensée, cette pensée-là, mon corps va se mettre en position. Donc l'important, c'est que vous gardiez l'intention de votre pensée, tout en sachant que le corps va savoir le transmettre. Si vous partez du principe qu'il sait respirer seul, l'acte respiratoire est très déterminant pour la façon dont je vais m'exprimer, pour la clarté de la voix, sans avoir besoin de hausser le ton, sans se dire « mon Dieu, au fond, ils ne vont pas m'entendre ». Il y a la respiration est déterminante pour ça. Ensuite, il y a après les problèmes, enfin les connaissances au niveau de la diction. Voilà, je m'appuie sur mes lèvres, je mets de ma langue. La langue, elle va permettre de faire des bons T et des bons D. On va entendre la différence entre l'un et l'autre. Donc toutes ces choses-là font que le corps va se mettre à parler et à partir de là, vous entrerez en connexion avec ce que Sylvia vous disait sur le naturel. Donc moi, je vous invite à vous rapprocher le plus possible de votre nature propre. Votre posture sera toujours la bonne si vous laissez votre corps
se tenir le plus naturellement possible. Il ne faut pas chercher à ne pas être cambré. Il ne faut pas dire je suis trop cambré, trop droit, trop tordu, trop ci, trop là. C'est l'acte respiratoire le plus naturel possible, qu'on appelle la respiration reptilienne. Si j'ai confiance dans cette respiration-là, mon corps va trouver sa juste place, sa juste position, et l'acte de parole sera le plus juste possible. Parfait. Je vais vous remercier déjà toutes les deux. Merci Catherine, merci à tous ceux qui étaient là. Intervention. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous quittent, je vais juste vous donner une information, c'est que je suis en train de créer une chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vais enregistrer les 5 webinaires que j'ai organisés, dont celui-là, ainsi que des petites pastilles vidéo qui seront basées sur des interviews de chacun des intervenants ProCap, qui sont des experts métiers. Hein. Donc, on a une ergonome, une psychologue du travail, on a une criminologue, on a une coach vocale. On a pas mal d'experts métiers. Je vais les interroger sur des sujets qui sont des sujets d'actualité, de gestion de l'humain. Et je transmettrai ces vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, vous y aurez accès gratuitement et à partir de vendredi. Voilà, c'est date à laquelle, normalement, ça devrait être mis en ligne. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à très vite sur notre chaîne parce qu'elle sera interactive. Vous allez pouvoir me poser des questions. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.